salut Oussama, bienvenue. On est dans les marches. Merci. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans les marches? Écoute, Comment t'as fini là? Écoute, il faut pas révéler mon secret, mais depuis 6 ans, tous les ans, je viens passer mon mois d'août dans les marches. Ok. C'est une région d'Italie que j'affectionne parce qu'elle est vide en août. Ok. Il y a personne. D'accord. Contrairement à la Toscane qui est submergée, les Pouilles, tu peux pas faire 1 mètre, etc. Et moi, l'Italie, c'est mon pays de cœur pour les vacances. J'ai fait mon premier road trip en Italie quand j'étais adolescent. D'accord. J'ai été de Milan à Naples en autostop quand j'étais en seconde. Et en fait, j'ai toujours eu envie de venir en Italie. J'ai trouvé une maison incroyable avec des propriétaires dont je suis devenu ami, les propriétaires de la Villa Olivo. Et donc, tous les ans, je la book 2-3 semaines. Et on vient à 15-20. À tel point que... comment s'appelle le village où il y a la Villa Olivo? J'arrive pas à dire ce nom. Civitanova. Civitanova. Je crois qu'on est devenu une attraction. Ils parlent de Villa Olivo Season 1, Season 2. Ah oui, c'est ça. Sur Insta. Ouais, Season 2, Season 3. C'est ça. Oui. Et je crois que tous les ans, ils se disent c'est qui les fous qui viennent cette année? Parce que je ramène toujours des gens. Et qu'est-ce qu'ils vont faire cette année? Qu'est-ce qu'ils vont faire de nouveau, quoi. Okay, on a fait des trucs incroyables. Non, j'adore cette région. On y mange trop bien. En plus, même les Italiens n'aiment pas cette région. Alors, écoute, les Marques, donc les marches en français, hein. En fait, moi, j'ai appris, quand je suis parti d'ici, j'ai appris qu'en fait, on avait une très mauvaise réputation en Italie. Mais tu vois, en étant ici jusqu'à mes 23 ans, évidemment, j'avais aucune idée. Ouais. Et puis, je suis allé à Paris, et j'ai rencontré pas mal d'Italiens qui étaient à Paris. Et j'ai appris qu'en fait, la réputation des gens des marches, c'était qu'on était des radins. Enfin, pas tellement des radins, mais des gens qui te demandent de l'argent. Parce qu'en fait, historiquement, c'était une région où, en fait, c'était là qu'habitaient les gens qui allaient demander les impôts de l'état du pape, tu vois. Parce que la fameuse propriétaire de la villa, d'ailleurs. Oh, exactement, exactement. Et donc, tu vois, en fait, en Italie, tu as un a priori sur les gens des marches, comme quoi... en fait, c'est des gens qui vont tout le temps te demander de l'argent, tu vois. Bon, ça doit être... Mais c'est vrai que moi, tous les Italiens à qui je dis je passe mon mois d'août dans les marqués, ils me disent pourquoi? Ok. Genre, pourquoi? C'est vrai que moi, j'ai commencé le podcast comme ça aussi. Hein. Mais, non, écoute, moi, en fait, à l'étranger, quand je parle de cette région, les gens ne me disent pas pourquoi, les gens me disent mais c'est où? Enfin, genre, personne ne connaît, quoi. Tu vois. C'est quoi la grande ville? Il n'y a pas de grande ville. Et puis moi, je dis toujours que les marches, c'est un peu comme, pour en parler à des gens qui ne connaissent pas, tu vois, j'ai dit, et qui connaissent la Toscane, parce que Toscane, surtout en France, tout le monde connaît. C'est la Toscane version adriatique. C'est la Toscane version un peu moins chère, un peu moins jolie et un peu moins touristique. Ah, tu trouves moins jolie? Je trouve qu'elle est moins dessinée que la Toscane. Tu vois, les terres c'est des morceaux de terre plus importants, donc un peu moins soignés. Et bon, il n'y a pas Florence quand même, tu vois. Enfin, oui, ça, tu vois. Sûr. Enfin, il n'y a pas de grande ville, ouais. Voilà. Et surtout de grandes villes de culture. Mais bon, moi j'adore, et surtout depuis que je suis parti d'ici, à chaque fois que je reviens, j'hallucine, tu vois. Je la regarde en fait avec un nouveau regard, tu vois, le regard de l'étranger presque, tu vois. Et c'est assez drôle de voir comment les gens du lieu, enfin, je pense que ça nous arrive tous, on n'est pas capable, si on ne sort pas, enfin, est-ce que tu es d'accord de dire... Complètement. Tu vois, en fait, si tu ne sors pas, tu ne vois pas, tu peux pas la valeur. Ouais. Tu vois, et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé avec la villa, tu vois. On va en parler là tout à l'heure, mais la Villa Buonaccorsi qui est juste en face là, qui est un peu à l'abandon depuis des décennies, comme tu sais un peu. En fait, moi, à chaque fois que je revenais, et peut-être comme toi, tu vas nous dire un peu quelle est ton histoire avec la villa. Tu vois, à chaque fois que je venais ici, je rentrais dans les jardins parce que je connaissais le jardinier. Quel homme? Attilio, non? Attilio, voilà. Ouais. Et tu vois, je connaissais un ami de famille, et donc je rentrais, il me faisait faire un tour, c'était souvent l'été, et c'était tellement magique que je disais, mais attends, comment tu peux avoir un lieu comme ça, pas exploité, pas valorisé, pas connu, quoi, tu vois, sauf pour faire des mariages, quelques dîners privés. C'était un peu... Et en fait, les gens d'ici, en fait... ils connaissent même pas. Ouais. Ils connaissent pas, et puis ils te disent, bon, de toute manière, on peut rien faire. Qui va venir dans les marches? D'ailleurs, parle-nous un peu de ton histoire, et
Comment tu as connu la villa, toi, et comment... Alors, pour les gens qui regardent, il y a une villa hors du commun dans cette région. Mais hors du commun, qui fait quoi, 2000 mètres carrés 5000 mètres carrés de bâti. 5000 mètres carrés avec les dépendances. Ouais, avec toutes les dépendances. 2000 de principal et 3000 de dépendances. Ouais. En gros, c'est 2000 monuments historiques et 2000 libres. Quoi. Qui est un bijou d'architecture, plusieurs périodes. Jardin à l'italienne, hors du commun. Moi qui suis un fada de jardin, c'est un des 10 plus beaux jardins que j'ai vu de ma vie. Avec les fontaines secrètes, les jeux d'eau. T'as vu ça en action ? Oui, bien sûr. Et en fait, l'histoire, c'est que Amanda, la propriétaire de la Villa Olivo, qui est une enfant de la région, connaît ce lieu. Tous les ans, quand j'ai en vacances, je la challenge pour faire des choses plus drôles, plus différentes et tout. Et, les saisons, non ? Tu fais des saisons. Exactement, je fais des saisons. Et je lui ai dit, cette année, j'aimerais bien qu'on fasse un dîner dans un endroit un peu différent, etc. Elle me dit, il y a un endroit où normalement on ne peut pas faire de dîner, mais on va privatiser. Et elle m'a présenté le jardinier. D'accord. Et on a organisé dans les jardins un dîner. On a fait cuire des pizzas au feu de bois. On a mis le four et tout. C'était incroyable. Et moi, j'étais dans ce truc, j'ai visité. Ça, c'était il y a combien de temps ? C'était il y a 5 ans. D'accord. Donc, avant les enchères. Avant les enchères. Et j'ai dit à Amanda, mais c'est quoi cette folie ? Pourquoi c'est pas un hôtel ? Pourquoi c'est pas un... Enfin, j'ai tout de suite vu un truc du niveau du Four Seasons à Firenze. Ok. Qui est dans un palais un peu dans le même style. Je connais pas. C'est vraiment, pour moi, c'était la ville. C'est en dehors de la ville ou... C'est en plein centre de la ville. Ok. C'est un palais de la Renaissance qui a été restauré pour faire un Four Seasons. Et il s'avère que Christophe sait faire ce genre de choses. 1 an ont passé, 2 ans ont passé, il y a eu les enchères. On s'est positionné sur les enchères. Il n'y a même pas eu vraiment d'enchères, il y a eu une préemption. Oui, justement, c'est là que nous, on est rentrés, on vous a mis les bâtons dans les roues, parce que je peux raconter un peu mon morceau de l'histoire. C'est qu'en fait, donc comme je venais à chaque fois, évidemment, moi, j'avais pas un prisme hôtel de luxe comme toi, hein, parce que on va parler un peu de nos similitudes et différences après. En fait, moi, j'ai une société qui développe des lieux culturels, hybrides, etc. Et je voyais un lieu culturel avec, et bien sûr, aussi un hôtel, mais tu vois, un incubateur peut-être. Bref, et du coup, en fait, pendant 15 ans, je visitais cette villa à chaque fois que je venais ici en vacances, et je disais, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais en fait, on ne pouvait rien faire, parce que c'était dans les mains de promoteurs immobiliers qui faisaient du n'importe quoi. En gros, tu vois, je ne sais pas si tu as vu comment ça a été. C'est catastrophique. Ils ont commencé un truc catastrophique. Ça doit être au point de non-retour. Oui, effectivement. Il y a une partie qui est au point de non-retour. Et quand ils ont fait faillite, il y a eu les enchères, et moi j'ai dit, là c'est l'occasion pour mobiliser l'État, parce que bon, on va en parler, mais moi j'ai jamais cru à un business privé, uniquement privé sur un truc comme ça, peut-être parce que j'étais aussi un peu convaincu par les gens du coin et avec cette perspective du coin. Et donc je me suis dit, la seule manière de faire un truc bien là-dedans, c'est de faire un truc public-privé, et pour ça il faut qu'elle devienne publique. Et c'est là qu'on a monté un mouvement citoyen, on a fait venir des gens de l'étranger pour les convaincre. Et ce mouvement citoyen a gagné l'enchère contre nous. Voilà, c'est ça. En fait, c'est-à-dire qu'on a poussé la politique, la mairie et la région, à faire ce qu'on appelle une préemption. Et donc, en fait, il y avait eu des gens, 2, je crois, peut-être. Il y avait nous et un Russe. Et un Russe. Et le Russe, il voulait en faire sa maison. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'on a su après. On le savait pas sur le coup. 5000 mètres carrés de maison. Ouais, bon, comme ça, quoi. Un Russe. Et d'ailleurs, ce spectre-là existait chez les citoyens. Ils disaient, qu'est-ce qui va se passer si quelqu'un l'achète pour faire sa maison ? Tu vois, et les gens avaient peur de ça. Et du coup, nous, on a dit non, il faut que ça devienne public. Et en fait, les gens, quand on disait ça, dans un petit village comme ça, tu vois, c'était 3 millions, 2,3 millions, c'est genre, je sais pas quel pourcentage du budget de la mairie, quoi. Enfin, c'est énorme. Et les gens me disaient, mais vous êtes des fous, t'es qui, toi ? Tu viens de l'étranger en plus, t'as pas été là pendant 20 ans, t'es là en train de dire ce qu'il faudrait faire. Tu vois,
C'était pas concevable pour les gens qu'un bien comme ça devient public pour devenir quelque chose de bien. Et on y est arrivé. Enfin, je dis aujourd'hui, je suis pas sûr d'en être fier, mais à l'époque, on en était fier parce qu'en fait, on a dit cette ville-là, pour la première fois de son histoire, va devenir bien publique et va pouvoir être révalorisée pour qu'on puisse la rendre accessible et pour qu'elle puisse produire de la valeur pour le territoire. Ça, c'était il y a 2 ans, tu vois. Et c'est là que vous avez malheureusement, on vous a mis les bâtons dans les roues, grosse fête et tout. Et en fait, depuis 1 an, il ne se passe plus rien. C'est-à-dire que c'est blocage. Et donc, je t'avais dit. Oui, j'ai changé. J'ai pas mal revu mes valeurs. Pas qu'à cause de la villa. Hein. En 2 ans, je change en général beaucoup d'avis et très rapidement. Donc, j'ai plus la même vision qu'au début. C'est-à-dire, au début, j'avais une vision plutôt... Quand j'ai commencé ce projet, je venais du monde de l'ONG, tu vois, je ne m'intéressais pas du tout au monde business pur ou traditionnel. Et j'ai pas mal shifté depuis. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir cette mobilisation et qui a atteint son résultat sur le coup. Et quand on s'est connus, quand tu m'as présenté Christophe, en fait, parce qu'en gros, tu m'as dit, pour discuter de projets sur la villa, il faut que tu parles à l'expert, c'est Christophe. Donc, je suis allé le voir au domaine d'Ablon. Assez exceptionnel. Je me suis cherché pour y aller, je me suis le truc de chercher sur Google l'adresse. Et tu sais, Google te montre les prix des hôtels. Ah oui. Et c'était best deal, 800 € la chambre. Je dis, OK, d'accord, j'ai une idée du standing de l'hôtel. Et donc, je suis allé le voir. Et c'était à ce moment-là, la région, parce que nous, on avait des réunions régulières. La région m'avait dit, Monsieur Cingolani, votre manifeste, votre histoire de centre culturel et tout, c'est intéressant, mais reviens quand tu as trouvé 50 millions, tu vois. En gros, il disait, c'est intéressant, mais reviens avec un investisseur, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé, un peu par chance, par hasard, à discuter avec toi, que j'ai rencontré Christophe. Je reviens. Et parce que vous m'aviez dit à l'époque, quand tu veux, on monte un rendez-vous avec la région. Je reviens, j'appelle pour monter le rendez-vous. Ils me disent, mais non, en fait, le président de la région veut plus un hôtel. Veut pas un hôtel, tu vois. Donc en gros, et depuis ce moment-là, et moi c'est un grand mystère la politique. Depuis ce jour-là, on en a un peu parlé, mais tu vois, je comprends pas ce qui se passe. Je comprends pas comment on peut racheter un bien comme ça et ne rien faire, ne rien dire, tu vois. Surtout que comme Christophe dit. Il fallait, quand on avait regardé l'évaluation des travaux, on avait fait des études. D'ailleurs, on a travaillé avec l'architecte qui avait fait faillite avec le promoteur immobilier. Donc, on avait tout le dossier, nous, technique, on avait tout le plan. Nous, on avait un plan qui était de mettre une toiture en planche temporaire au-dessus pour arrêter l'infiltration d'eau, parce que là l'infiltration d'eau elle est en train d'amener le bâtiment à un point de non-retour. On va jamais, 2 ans là sur la partie, nous on a l'impression que c'est foutu sur la partie villa, et c'est là où il y a les fresques etc qui doivent être dégommées maintenant. Et nous quand on a visité il y a 3 ans, on était à la limite du point de non-retour, on avait un plan, mais là s'ils ont acheté, qu'ils n'ont pas réglé ce problème de toiture, 3 ans d'eau. À un moment, les murs sont tellement gorgés. C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup plu, mais... Ouais, mais tu vois, tu te retrouves avec des murs, en fait, que tu peux pas récupérer, quoi. Et donc, toi, maintenant, la villa, pour toi, c'est quoi? C'est fini? Je sais pas, il faudrait voir l'état dans lequel elle est. Okay. Mais moi, j'adore... franchement, c'est un bien exceptionnel, donc il y a peut-être toujours moyen de le sauver, il y a toujours machin. Mais je vois pas comment un bien comme ça peut exister en dehors d'un business model d'hyperluxe. Tu peux pas... Si tu fais pas 10 000 € par mètre carré de travaux, ça marche pas. Ouais. Et si tu fais ça, c'est pas pour faire un truc culturel, ça a pas de sens. À un moment, il faut qu'il y ait une cohérence entre le coût des choses, les revenus des choses. Mais tu crois pas qu'il peut y avoir un modèle parce qu'en fait, moi, depuis 1 an, je suis en mode, je jette l'éponge et puis. Et tu reviens. Ouais. Et je me réveille une nuit, je dis putain, il faut essayer autre chose. Et du coup, j'hésite entre. Il y a deux choses qu'on pourrait imaginer. L'une, c'est un modèle hybride où en gros, on en avait rapidement parlé quand on avait fait le Zoom. En gros, tu as l'État qui prend en charge la moitié de la rénovation de l'immeuble, quoi, tu vois. Je pense qu'il y a 50 millions d'euros de travaux, un truc comme ça. Ouais.
Et qu'en fait, il y a un business qui vient s'implanter, qui a moins de coûts, donc moins d'investissements à rentabiliser, et que du coup, les 50 millions équivaut à une partie de l'immeuble qui peut-être la partie non, enfin pas la villa, le magasin et tout ça, qui est dédié à des activités plus culturelles. Est-ce que ça, c'est pas impossible, mais encore une fois, le sujet, c'est que ce qui coûte cher dans cette restauration, c'est la villa, pas les dépendances. Les dépendances. Mais moi, ce que j'imaginais, c'est que tu divises le lieu en 3, où tu as les jardins qui coûtent le plus cher, et tu transformes les jardins en un truc féerique pour les clients qui viennent faire des retraites, des camps, des séjours romantiques. Enfin, tu packages ça comme une partie de l'expérience. Tu fais la villa dans une logique. Nous, notre plan, c'était 21 clés dans la villa. Donc tu as 2000 carrés, 21 clés, ça te fait 100 mètres carrés par clé. Donc tu fais des très très belles suites. En gros, c'est un hôtel qui va être unique. Ouais, il y en a d'autres Non, il y a le Four Seasons, il doit y avoir une trentaine d'hôtels comme ça dans le monde, quoi. Tu vois, des vraies pièces d'art en fait. Et ensuite, dans le bâtiment, qui est dépendance, tu transformes ce qui était anciennement les écuries en restaurant. Et ça, c'est ton ouverture sur l'extérieur. Le restaurant, c'est ce qui permet l'autre accès, quoi. C'est ce qui permet aux gens de pouvoir visiter ce lieu sans accéder à l'hôtel. Résultat, le restaurant a sa partie du jardin qui est accessible à tout le monde. Tu as une partie du jardin privé, une partie du jardin public. Parce que le jardin est tellement grand que tu peux faire les deux. Et ensuite, dans le bâtiment, tu peux faire un coworking, un espace d'événementiel, des chambres d'étudiants, whatever. Okay. Tu fais ce que tu veux, quoi. Mais je pense que c'était ça la bonne configuration. C'est ce que Christophe avait... Oui, t'arrives à... je fais que répéter ce que Christophe a fait. Non, après ce que j'ai eu l'impression, c'était que Christophe était un peu moins flexible sur la partie... lui, il voulait que les jardins soient la villa. Ça. Ouais. Mais ça... Attends, mais toi, tu t'arrives à... Moi, je pense que le jardin, on pouvait le diviser en deux. T'as une grosse expérience avec des gens qui te trollent sur Internet, non? Ouais. Tu t'arrives à... Et d'ailleurs, moi, ma plus grosse expérience, je suis pas connu comme toi, mais tu vois, à Paris, j'ai fait... j'étais à la mairie, j'ai travaillé pas mal avec la mairie en collaboration sur des événements publics, donc j'ai une expérience de troll un tout petit peu, mais la plus grosse que j'ai eue, c'était avec l'histoire de la villa. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ont commencé à... Tu vois, comme moi, en fait, je pense que c'est très proche de ce qui t'arrive à une autre échelle. C'est-à-dire, comme je disais des trucs pas de la norme, en gros, je disais, cette villa peut devenir un lieu culturel, de rayonnement européen. Tu vois, pour moi, la villa, c'est un truc... c'est un rayonnement mondial, voilà, ce truc. Hein. Exactement. Moi, d'ailleurs, on l'a inséré dans un projet européen pour récupérer un peu de fonds. Et les gens d'Europe me disaient, mais attends, ce truc-là, c'est une histoire de dingue, quoi, tu vois. Bref, comme je disais ça, et la population locale, ils me prenaient pour un fou, ils ont commencé à se faire des histoires du genre, ce mec-là, il veut s'enrichir, il veut nous priver de la villa. Attention, s'enrichir, c'est mauvais. Hein, il a des... maintenant, récemment, c'est devenu... il veut devenir maire ou président de la région dans la politique. Enfin, tu vois, des trucs complètement dingues, alors que moi, j'avais l'impression d'être en train de faire un truc bien, quoi, tu vois, la villa. Donc, toi, est-ce que tu arrives dans ce contexte-là local que tu connais sûrement pas beaucoup, comment tu penses que les gens du coin réagisseraient ou réagissent à ton hypothèse de mettre un hôtel de luxe? Super mal, mais on s'en fout des gens. En fait, il y a un moment, tu sais, c'est Rick Gervais qui disait We ask the average guy his opinion. We should stop to do that. The average guy is pretty stupid. Les gens de la région, de toute façon, s'ils savaient faire quelque chose, la région ne serait pas dans cet état. Pas la peine de... Tu vois, ils sont pas au niveau économique, machin. Donc, il y a un moment, ils sont pas contents qu'il y ait un hôtel de luxe qui va donner du travail, qui va créer... Il y a rien dans l'économie qui produit plus de prospérité que l'industrie du luxe. C'est ce que j'ai entendu sur l'étude de Louis Vuitton, non? Ouais, exactement. Pourquoi? Parce que 1 euro dépensé dans un truc de luxe, c'est des dizaines et dizaines d'artisans qui font un travail local, qui font un travail de valeur. Okay. Un bâtiment comme ça, tu fais travailler pendant 5 ans des centaines d'artisans parmi les plus spécialisés d'Europe, en peinture, en restauration, en machin. Évidemment que derrière, il faut rembourser tout ça.
Et évidemment qu'il faut faire des chambres à 5 6 000. D'ailleurs, la chambre la moins chère dans notre projet avec Christophe, c'était 2 500 € la nuit. Et la chambre la plus chère était à 25 000 € la nuit. Donc, tu es dans une clientèle très différente. Mais c'est cette clientèle-là qui permet de créer un rayonnement dans le bâtiment. Ce rayonnement donne du travail à tout le monde, qui fait un rayonnement de second ordre dans la région, qui amène des artisans, qui amène des produits. Les marqués ont des produits incroyables. Ouais, la pasta. Voilà, les pastas de la Maison Blanche. Ouais, tu m'avais dit ça. Ouais, mais certain. c'est une source que tu as là. C'est Amanda qui m'a dit ça. Ok. Mais on les a à la villa, les pastas. Tu peux demander, je te mettrai en relation avec Amanda. Mais on les mange tous les ans. Il y a marqué dessus. Oui. Ah, c'est marqué. Ouais, ouais, j'ai jamais fait gaffe. J'en mange aussi, mais j'ai jamais. Pasta of the White House. D'accord. Il y a le champion du monde de glace là, qui vit dans le coin, qui nous livre des glaces. C'est qui? C'est où? Il s'appelle, je sais plus comment. C'est notre voisin là, à la villa. Okay. Il fait les meilleures glaces que j'ai mangées de ma vie. Okay. C'est des trucs qui d'un seul coup prendront une valorisation énorme avec ce genre de clientèle. Et en fait, il faut pas le vivre comme un non-accès. De toute façon, là, les gens, il faut qu'ils arrêtent de se foutre de ma gueule. Ils n'ont pas accès à la villa, elle est en train de mourir. Donc, je vois pas en quoi c'est un moins bien, quoi. Mais ça, de toute façon, les trolls, les gens, les critiques, c'est le camp des gens qui font rien. Hein. Comment tu... Je peux pas respecter la vie d'un mec qui a jamais rien fait de sa vie. Enfin... Je vais te raconter comment je t'ai connu, en fait. C'était pas via la villa. C'est un truc de dingue. Quelques mois après que je t'écrive sur Insta pour savoir si tu avais vraiment fait l'offre sur la villa, en fait, j'étais dans une période, c'était il y a 1 an en fait. C'était il y a 1 an, je crois. Et j'étais dans une période, j'ai dirigé ma boîte à Paris, j'étais directeur à l'époque. Et j'étais en mode, il faut que cette boîte arrête de faire du social. Enfin, pas arrêter de faire du social, mais il faut qu'on commence à faire du business. Ce qui n'est pas la même chose, tu vois. Ouais. Et en fait, j'ai commencé, je pense, il y a 1 an, à m'intéresser à l'argent, tu vois, à 44 ans, quoi. Ça, c'est un sujet qu'on peut explorer, qui est assez dingue, parce que toi, tu parles beaucoup d'argent, donc ça doit te paraître incroyable, mais c'est le cas. En fait, il y a 1 an, je me suis dit, en fait, il faut que je commence à voir comment je fais de l'argent. Et à ce moment-là, j'ai dû chercher sur Internet des trucs, et en fait, le feed de mon Insta, des Reels, c'est bourré de ton visage. Et donc, tu sais, tu connais les algorithmes. Voilà, les algorithmes. Et c'est là que je me suis dit, putain, en fait, les algorithmes, quand même, ça marche bien. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait un truc que je n'avais pas capté. Et au fur et à mesure que ça revenait, bon, je ne savais pas comment. En fait, je disais, ce mec-là dit des trucs intéressants qui m'intéressent, mais comment je fais pour savoir comment il s'appelle? Parce que c'était jamais toi qui publiais, tu vois. Bon, et au fur et à mesure, je trouve que c'est Oussama. Et moi, je connaissais des familles, mais je ne te connaissais pas toi. Donc ça, c'était mon accroche avec toi. Ensuite, j'ai commencé à regarder certaines de tes vidéos sur YouTube. Et juste quelques jours après, un mec, un copain à moi, Adrien, qui t'a croisé dans un mariage, m'appelle et il me dit, tu sais, qui suivait l'histoire de la villa, il me dit, tu sais que j'ai croisé Oussama Ammar, je ne sais pas si tu vois qui c'est. Et je dis, oui, je le vois, il est sur mon feed depuis quelques semaines. Et il a fait une offre à la villa. Donc, premier point incroyable, c'est qu'en fait, tu as deux événements complètement détachés. Je me souviens très bien du mariage. Adrien, tu vois qui? Je vois très bien, ouais. C'est le pote de Virgile, j'étais au mariage de Virgile. C'est qui? C'est un de mes anciens employés. Ok. Et c'est un de ses amis, ouais. Et donc, depuis que, je pense que comme beaucoup de gens, quand on découvre tes contenus, ils ont été, tu vois, percutés. Moi, j'ai été percuté, d'autant plus que je venais d'un milieu pas du tout business, tu vois. Enfin, en tout cas, pas business traditionnel. Et du coup, j'ai commencé à partager tes contenus avec les gens de mon écosystème, tu vois, avec mes associés, avec les assos. C'est le début des emmerdes, ça. Et je disais, putain, regardez, en fait, ce mec-là est intéressant parce qu'il peut ce mec-là, pour dire ce type de mode de pensée est intéressant parce qu'en fait, on pourrait pérenniser nos projets, tu vois. Enfin, et en fait, depuis, les réactions ont été assez négatives, enfin très négatives à chaque fois. Genre, en dessous de ça, il y avait en fait l'argent est mal. Ce mec-là, ces gens-là, c'est des escrocs, tu vois. Pas spécialement référé à toi, mais je vois bien. Ouais. Il faut mourir la planète. Enfin, tous ces trucs-là. Et d'ailleurs, j'ai perdu des amis, enfin pas des amis, des contacts qui me parlent plus à cause de ça. Et donc, en fait, là où je vais en venir... D'ailleurs, c'est fou tous ces gens qui se prétendent du côté de l'ouverture d'esprit et qui, dès que quelqu'un dit quelque chose de différent,
Leur seule réaction, c'est de finir de te parler, quoi. Ah non, mais c'est... Enfin, moi, depuis 2 ans, là, je suis en rupture avec ce radicalisme, en fait, qui se prétend, comme tu dis, ouvert, tu vois, et en mode libre, tu vois. Et en fait, c'est pas libre du tout, parce que tu peux... il y a toute une liste de choses que tu ne peux pas faire, en fait, si tu es avec eux. Et donc, là où je veux en venir, c'est que, tu vois, je viens quand même d'un écosystème d'une bulle très différente de la tienne. J'apprécie les contenus que tu partages, ou en tout cas, enfin, j'apprécie pas forcément, je te connais pas en tant que personne, mais ce que tu dis est intéressant, et il y a des fois où ça m'a permis de voir des modèles, etc. Et en fait, je me dis que quand les gens me disent, moi, mais qu'est-ce que tu as à faire avec des gens comme Oussama, tu vois, enfin, genre, t'as rien à voir avec lui, tu vois. Et moi, en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre ce que tu racontes et ce que je raconte. D'ailleurs, la villa, c'est un exemple, tu vois, enfin, c'est un exemple. Et donc, comment toi, t'expliques, par exemple, les trolls, tu vois, le fait que toi, tu as des trolls sur Internet parce que, je sais pas, d'ailleurs, si tu sais pourquoi, ça m'intéresse. C'est quoi ta théorie, pourquoi tu as autant de trolls ? Et tu vois, moi aussi, dans une échelle complètement différente, où j'essaie de monter pas un business, mais un truc social pour les gens, en fait, je me fais troller aussi. Les dénominateurs communs, à mon avis, c'est ce que tu viens de dire, c'est les gens qui ne font rien, c'est ces gens-là. Est-ce que tu es d'accord avec... Alors, non seulement je suis d'accord, mais je pense que c'est pire que ce que tu imagines. Ok. Parce qu'en fait... Je me prépare. On vit dans un monde où depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une rupture de promesses. La promesse après la Seconde Guerre mondiale, c'est qui que tu sois, si tu vis dans la société occidentale, t'as pas besoin d'être très intelligent, t'as pas besoin d'être très doué, t'as pas besoin d'être grandiose. On va te garantir de la prospérité. Et on va te garantir cette prospérité un peu hypocritement sur le dos du reste du monde. On parle tout le temps des 30 glorieuses, du plan Marshall, etc. Merci quand même les travailleurs migrants pas chers. Merci la Chine et la délocalisation des usines. Merci ce monde de la prospérité consommariale. Et puis comme on est hypocrite, on update le système économique avec cette promesse, mais surtout, on n'update pas le système idéologique. On continue de raconter la République en France. En Italie, c'est encore plus catastrophique, l'histoire qu'on raconte aux gens sur la nation italienne. Sur tout ça, on fait semblant que la Seconde Guerre mondiale est un accident qui n'a pas vraiment eu lieu et on ne fait pas de travail de mémoire. Et en fait, tout ça se mélange jusque dans les années 90, où dans les années 90, d'un seul coup, le logiciel se casse. Et d'un seul coup, le logiciel se casse, on ouvre la boîte et on dit à tout le monde, en fait, c'est la mondialisation. Vous êtes en concurrence avec les Japonais, les Chinois, les Américains, puis il va falloir être productif, puis il va falloir être dur, et puis il va falloir être bien, et blablabla, et blablabla. Et on donne aucun outil aux gens. Aucun. Et on les laisse toujours dans ce logiciel. L'argent, c'est pas bien. Le commerce, c'est mal. Le business, c'est de l'escroquerie. Le capitalisme, c'est le diable. Les Américains meurent dans la rue parce qu'ils n'ont pas de système de santé. Moi, à chaque fois que je rencontre un Français, j'ai l'impression qu'il croit que tout le monde dans le monde rêve de la sécurité sociale française. Je sais pas de quoi il parle. J'ai jamais voyagé dans un endroit où les gens m'ont dit « Ah là là, la France, la sécurité sociale ». Pourtant, tu demandes à un Français, tu vois, il est obsédé par ça. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage entre ce qu'il imagine que les gens lui envient et la réalité du monde. Et la réalité du monde, c'est que l'Afrique est en train de rattraper à toute vitesse, avec d'autres gens que nous. Je veux dire, il n'y a qu'à voir le soutien de l'Afrique à la Russie. L'Amérique du Sud a pris sa voie sans trop en avoir à foutre des autres, pour le meilleur et pour le pire. Et la Chine est en train de jouer ses cartes d'une façon impérialiste d'un nouveau genre. C'est l'impérialisme de back-end. Tu vois, ils sont là, ils donnent de l'argent, ils construisent des aéroports, machin. Et l'Europe, à nouveau, dans ce nouveau cycle, n'a pas updaté son logiciel. Et il s'est passé une troisième vague, qui est l'IA, l'intelligence artificielle, la technologie, l'Internet. Où là, c'est carrément la catastrophe. On vit dans un pays, la France, qui se considère être développé, qui croit être une grande puissance économique,
qui passe son temps à se gargariser d'être le champion du monde, alors que la France, c'est une toute petite élite de gens extrêmement brillants qui reposent sur un pays en catastrophe. Je vais te donner un chiffre. La majorité du PIB français est produit en Île-de-France. C'est-à-dire que la France, t'as Paris qui produit la richesse, le savoir, le machin et tout ça, et le désert. Et un désert de pauvreté, un désert d'ignorance, un désert d'esprit critique, etc. Et ces gens, c'est comme des zombies, comme ils n'ont aucune éducation, comme ils n'ont aucun outil, comme ils n'ont aucune compréhension de tout, ils ne peuvent être que dans des logiciels, c'est le mal et c'est le bien. Donc moi, je suis le mal, forcément, hein, j'ai tout eu, moi. J'ai été l'agent d'Obama en France infiltré, j'ai été l'agent du djihad, j'ai été l'imam futurologue, j'ai été l'escroc, j'ai été le capitaliste. Mais en fait, tout ça... Maintenant, t'es le magnifique avec le Maintenant, podcast. je suis Oussama le magnifico. Donc, si tu veux, tout ça, ça reflète toujours la même histoire, qui est que les problèmes des gens dans nos pays développés, c'est pas de leur propre faute et c'est pas de leur incapacité à s'adapter au monde moderne, mais c'est véritablement et simplement la faute d'un ennemi extérieur à qui tu donnes le nom que tu veux. Et en fait, ces gens-là ne peuvent pas supporter que l'idée que des gens qui leur ressemblent et n'ont pas de moyens puissent faire des choses. Quand toi, tu débarques après 20 ans dans la région et que tu dis « on va faire un truc de la villa, on va faire un projet, etc. », tu renvoies au miroir de ces gens-là leur propre incapacité à avoir des idées, leur propre incapacité à avoir des rêves, leur propre incapacité à avoir de l'agency. Je sais pas comment dire en français, mais Ouais, tu vois, agency, oui, cette capacité à être autonome, ouais. à pas attendre que quelqu'un te donne quelque chose, mais vraiment de le construire et de créer de la prospérité, de l'autonomie. En fait, j'ai un mot qui se connecte à ce mot agency. Je sais pas comment on le traduit en italien, mais ça me fait penser au mot italien architettare, qui en fait c'est de... D'ailleurs, qui a un lien, moi je suis architecte et qui a un lien avec l'architecture, c'est en gros la capacité à mettre en œuvre des choses autour de toi pour faire en sorte que le monde évolue. Tu vois, c'est un peu... Exactement, architectare. Ce manque d'agency, ce manque d'architectare, ce manque d'autonomie, c'est la source pour moi de toutes les haines. Et tu penses que, ce qui m'intéresse, c'est, tu penses que quand les gens s'en prennent à toi, c'est le même fonctionnement idéologique? C'est toujours la même chose. C'est intéressant ça, parce que tu regarde, pourquoi Bernard Arnault est l'un des hommes les plus détestés de France? Qu'est-ce qu'il a fait? Là, je regardais un tweet, Fred, d'un mec qui dit oui, il a promis de préserver l'emploi et il a viré des gens quand il a racheté Boussac. Mec, la boîte, elle est en faillite, il la rachète, il la transforme en Dior. Ça devient un groupe qui emploie 15 000 personnes dans le monde, ou je sais pas combien de personnes dans le monde. Il produit de la prospérité, de l'art, de la culture et de la truc. Et les mecs sont là à dire « Ah ouais, il y a 30 ans, t'as viré 200 personnes, t'es vraiment un monstre. » Oui. Mais sur quelle planète ils vivent ces gens? Après, on peut imaginer des métiers où tu as accompli tes rêves, où tu es moins ciblé, genre les artistes par exemple. Tu vois? C'est-à-dire? Parce que toi, tu dis... En fait, les gens, quand tu arrives à faire un truc qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est parce qu'ils ne sont pas capables et ils t'en veulent parce qu'ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. Les artistes sont la première source de gens de trolls. Ah ouais? Bah regarde le moindre chanteur. Qu'est-ce qu'il prend dans la gueule? Regarde Sofiane Pamar, il fait du piano. Il passe son temps. Donc, tape Sofiane Pamar sur Twitter. Il se fait... déchiqueté. D'accord, oui, c'est intéressant. Et tape Jay-Z. Ok. Regarde Jay-Z dans les commentaires. Jay-Z, okay. qu'est-ce que t'en as à foutre de Jay-Z dans ta vie, quoi? Ouais. Je veux dire, le mec, il fait sa chansonnette, il gagne son truc, tout le monde devrait être heureux. Comment tu peux être contre Jay-Z? Ok, t'aimes pas sa musique, t'écoutes pas. Ouais. T'as pas besoin d'être contre. Personne te met un flingue sur la tête en disant... C'est pas une idéologie ou une partie politique. Ouais, écoute Jay-Z, parce que si t'écoutes pas Jay-Z, on va te foutre en tôle. Et pourtant, les gens sont là à rager. Ok. Non, moi, c'est la première fois que... C'est intéressant, en fait, d'explorer comment deux choses différentes arrivent à deux endroits différents parce que tu trouves le fil rouge, tu vois. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je te disais que moi, j'avais commencé à me préoccuper, mais j'utilise le mot préoccuper de manière positive, de l'argent, il y a 1 an. Toi, ça doit te sembler... Parce que toi, tu parles beaucoup d'argent. Alors, en fait, c'est marrant que tu dis ça parce que moi, j'ai l'impression que j'en parle jamais. Ok.
Mais c'est marrant que tu dises beaucoup parce que ça doit être vrai. Mais c'est juste que moi, j'ai l'impression que j'en parle la quantité minimum qu'il faut pour faire du business. Ok. Maintenant, moi, j'ai une grande vénération de l'argent pour une raison simple. C'est que pour moi, l'argent, c'est la forme la plus neutre d'échange humain. Et l'argent a réussi ce que les religions et les rois n'ont jamais réussi à faire, c'est de créer quelque chose d'universel. Il y a une histoire que j'adore raconter. Les talibans sont arrivés en Afghanistan, ils ont vu les Bouddhas, ils ont détruit. Tu te souviens quand les talibans ont pris l'Afghanistan en 95, la première chose qu'ils ont fait, ils ont détruit les grands Bouddhas. D'accord. Qui étaient des pièces magnifiques millénaires. Ils sont rentrés au musée de Kaboul, ils ont tout tué parce que c'est les idoles, machin. Ils sont arrivés à Fallujah, ils ont ouvert les coffres de la Banque centrale. Ils ont trouvé $1 milliard en billets américains. Ils n'ont rien brûlé. Hein. D'accord. Oui, parce que même là, même le grand Satan, faut quand même pas déconner. Et tu vois, l'argent a réussi quelque chose que aucune histoire sur Terre n'a réussi. C'est à être universel. Il n'y a pas de société sans argent, il n'y a pas de fonctionnement sans argent. Et à ma connaissance, j'ai jamais vu un système produire autant de prospérité que le capitalisme. Et je mets au défi les gens qui trouvent que le capitalisme est quelque chose de dangereux, de me citer un système politique qui est aussi connard résistant. Parce que ce que les gens ne comprennent pas, c'est pourquoi le capitalisme est tellement efficace. C'est parce que c'est un des rares systèmes qui n'a pas besoin des bonnes intentions des gens pour fonctionner. Bien sûr que moi, je suis communiste avec ma famille, et avec les gens que j'aime. C'est ça, c'est ce que tu dis souvent. Moi, je dis, je suis communiste avec ma famille, mes amis, je suis socialiste avec les gens que j'aime bien, et capitaliste avec les autres. C'est ça, ouais. Parce que la forme capitaliste, c'est la forme la plus neutre de fonctionnement à l'échelle avec les gens que tu ne connais pas. Et que les gens te veuillent des bonnes ou mauvaises intentions, dans le capitalisme, ça marche. Je fais un produit, je le vends, on est aligné, on n'est pas aligné. Et le fait que les gens aient une telle haine d'un système qui a sorti tant de gens de la pauvreté. Moi, je viens d'un village de 200 habitants au sud Liban, de la montagne. Si je suis qui je suis, c'est grâce à la prospérité économique et à la compréhension que j'ai de l'argent. Sinon, je serais dans mon village à taper des cailloux. Mais est-ce que argent et capitalisme, pour toi, c'est la même chose ? Pour moi, le capitalisme, c'est le seul système politique dont l'argent est le centre. Ok. Et c'est pour ça que c'est un système qui fonctionne, d'après moi, si bien. Et qui, en fait, par exemple, l'argent n'est pas raciste. C'est incroyable. Ouais. Je veux dire, un mec te vend un truc sur un site internet, tu l'achètes, les entrepreneurs, monter une start-up, tout le monde peut le faire. Les obstacles qu'il y a sont toujours des obstacles politiques. Oui. Mais si on était dans un système où il n'y avait aucune intérêt politique, et d'ailleurs, quand il réfléchit, on présente souvent le capitalisme dans des choses qui ne sont pas les capitalismes. Par exemple, les trusts, le monopole, etc. C'est l'anticapitalisme en soi. Le fait que des grandes boîtes arrivent à accaparer tellement de pouvoir politique, qu'elles mettent en place des lois qui les avantagent dans le futur, etc. C'est de l'anticapitalisme. Si on était dans un vrai système capitaliste, ces boîtes, elles passeraient leur temps à se faire défoncer par des nouveaux concurrents. Ok. Et d'ailleurs, ce que tu dis, la bonne volonté des gens, tu fais pas confiance à la bonne volonté des gens, en gros. J'ai pas besoin d'en faire confiance ou pas. Je pense. Ça dépend pas de ça, tu dis. Je pense que ça ne devrait jamais dépendre de ça. Okay. Et bien sûr que je célèbre la bonne volonté des gens. Et bien sûr qu'il y a une différence entre ce qu'on doit apprendre à nos enfants et comment la société doit fonctionner. Et j'en ai marre qu'on confonde les deux. La sphère privée et la sphère publique n'ont pas les mêmes règles. Par exemple, dans ma sphère privée, je ne pourrais pas supporter si un de mes proches ne faisait pas preuve de compassion. Je ne pourrais pas supporter si, notre voisine, elle a des problèmes d'argent, etc. On va lui prêter de l'argent, on va l'aider, etc. Parce que c'est notre sphère privée. Il n'y a personne qui nous force, il n'y a personne qui nous demande, il n'y a personne qui l'exige. Et évidemment que dans ta sphère privée, si un jour j'ai des enfants, j'investirai énormément d'énergie à leur apprendre la compassion. Maintenant, quand la sphère publique vient définir la compassion et les bons sentiments, elle le fait toujours au détriment d'autres groupes. Et le fait qu'elle puisse le faire avec la force publique, c'est ce qui la rend dangereuse. Parce que la force publique, quand la force publique dit ça c'est bien, ça c'est mal, d'un seul coup, tu peux pas lutter.
Tu peux pas dire, attends, peut-être qu'en fait, c'est pas tout le temps bien, peut-être que c'est pas tout le temps mal, peut-être qu'il faut faire T'as un exemple pour ça, Kit? Je te donne un exemple tout bête, qui est très très simple, qui est le plus grand exemple de ça de l'histoire, qui est le Cobra Effect. Tu connais l'histoire du Cobra Effect? Non. Les Anglais sont arrivés en Inde et les femmes avaient peur des cobras qui venaient sous leur robe de tutu et les tuer à l'intérieur. Ah ouais. Ouais. Donc les femmes anglaises n'aimaient pas les cobras. Les hommes anglais ont dit, on va passer une loi. Ah oui, Chaque tête de cobra coupée, vous allez, on vous donne un shilling. Les Indiens, ils ont commencé à cultiver des cobras. Ouais, c'est ça. Après, les Anglais qui ont compris la supercherie ont arrêté le dispositif. Il n'y a jamais eu autant de cobras. Ça a niqué l'écosystème. Ça a complètement annihilé. Et pourquoi ? Parce que l'État est intervenu dans une affaire privée. C'est-à-dire chacun a à se débrouiller avec ses propres cobras. L'État n'a pas à vouloir faire croire qu'il est capable d'intervenir dans un sujet aussi complexe. La phrase « ne devrait pas dépendre de la bonne volonté », pour moi, ça fait un lien direct avec la question du climat, du changement climatique et de l'écologie. Et je pense que... C'est mon sujet préféré là-dessus. Voilà, J'ai pris tellement de trolls là-dessus. Voilà, exactement. Et en fait, ce que je voudrais te demander, parce qu'attends, en introduction, je voudrais dire que, en fait, c'est un des points sur lesquels aussi je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est un fight constant avec des membres de ma communauté et avec ma femme aussi. Parce qu'en fait, moi, je ne crois pas du tout dans la bonne volonté des gens pour résoudre des problèmes de cet ordre, tu vois, comme le changement climatique. Et donc, en gros, je pense que je suis assez aligné avec toi. Mais comme tu t'es pris tellement de trolls, et d'ailleurs, ma timeline Twitter, à chaque fois, comme je suis dans ces réseaux-là, tu vois, les écolos, c'est ma crème, quoi. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de manière... Parce que tu en as parlé un peu à droite, à gauche, mais est-ce que tu peux nous dire... Je peux te faire mon raisonnement complet, comme ça en plus tu l'auras en vidéo du début à la fin, peut-être que les gens... Mon raisonnement, il part sur une hypothèse très simple. Déjà, tu n'es pas un négationniste. Pas du tout. L'hypothèse de base, c'est que la pollution est l'un des plus grands challenges que la société va... Et je ne dis pas changement climatique, la pollution au sens strict. Ouais. Parce que tout le monde parle du réchauffement climatique, mais c'est une toute petite partie du problème. Oui, l'empoisonnement des sols, tout à fait. Le fait que nos fruits et légumes n'ont plus de vitamines, les abeilles qui sont en train de disparaître. On est une espèce qui est en train de détruire son écosystème d'une façon absurde et, by the way, pas capitaliste. Parce que si tu réfléchis d'un point de vue purement capitaliste, ravager l'endroit dans lequel tu vis et donc réduire la valeur de l'endroit dans lequel tu vis à long terme, si tu vas dans un endroit et que tu es propriétaire d'un endroit, tu pisses pas sur les murs. Parce que tu sais que la valeur, elle va baisser. Donc, y a pas, pour moi, quand les gens disent « Ah, c'est contre l'écologie, là, pour quête du profit et anti-écologique », non, c'est pas vrai. C'est une vision de court terme contre long terme. Et par définition, un bon capitaliste a une vision de long terme. Bon. Donc ça, c'est l'hypothèse de base. On a un problème. D'ailleurs, ça, excuse-moi, mais ça expliquerait cette théorie. Une question que beaucoup d'écolos se posent, c'est mais le mec qui fait du pétrole, pourquoi il n'arrête pas ? C'est tellement évident qu'il ne peut pas durer long terme, tu vois, il devrait faire autre chose. Ouais, mais sauf que d'abord, le pétrole va y en avoir pendant très longtemps et que le mec, il va mourir bien avant. C'est le problème de l'échelle de court terme et de long terme. Ouais. Donc, premier point, il y a un problème. Okay. Et le problème, j'ai jamais rencontré quelqu'un de ma vie qui a envie d'aller se baigner dans un lac pollué. Oui, tout le monde est contre la pollution. Même le plus grand négationniste du réchauffement climatique qui pense que les écolos sont des complotistes. Non, on est tous d'accord. Donc, on a ce problème. Maintenant, il y a un sous-problème. Est-ce que ce problème va remettre en cause la viabilité de l'espèce humaine, oui ou non ? Il y a un débat. Et moi, dans mon raisonnement, je pars du principe que quand un risque est infini, ça ne sert à rien de débattre le risque, il faut le gérer, même s'il est peu probable. Okay. Tu as compris ce que je veux dire ? Oui, infini, c'est-à-dire qu'en gros, fin de la civilisation. Fin de la civilisation, c'est un risque qui tellement infini qui existe, que même il faut le traiter comme... il est très, 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 très peu probable. Et le débat, c'est à quel point c'est probable ou pas. Tu vois, les mecs là, qui passent des heures à débattre, est-ce que la société va s'écrouler ? On s'en fout. Il ne faut pas que ça arrive. La simple existence du risque nous place dans une situation où il faut le traiter, ce problème. Donc, sous hypothèse, je n'ai pas d'avis sur le fait qu'on est face à vivre une crise qui est peut-être la fin de la civilisation ou pas. De toute façon, le simple fait que l'existence de ce risque est probable, que ça
nous place dans une situation de devoir vis-à-vis de ce problème. Okay. Maintenant qu'on a dit la pollution est un problème, la civilisation va peut-être disparaître, je le dis très simplement. Si la solution est la bonne volonté des gens, dis au revoir à tes enfants, la planète elle est foutue, on est fini. Je ne vois pas qui de sensé dans sa tête peut espérer que collectivement l'humanité se rassemble dans un sursaut et dans un réveil pour aller résoudre un problème abstrait alors qu'on n'arrive pas à faire arrêter les gens de fumer. Ouais. Parce que c'est la même histoire. Oui. Cigarette égale cancer. Je pense que c'est un bon... J'ai souvent fait le parallélisme entre fumer et le changement climatique. Parce que ou être trop gros. Ouais. Je veux dire, j'en sais quelque chose. Regarde, j'en suis l'incarnation. Mais toi, c'est pas parce que tu manges beaucoup. Tu veux dire indépendamment de la cause. Indépendamment de ça, la vérité, c'est que je ne consacre pas toute mon énergie à maigrir. Ouais. Et même si c'est dû à des problèmes de santé, si à un moment j'avais vraiment la notion que ça allait réduire mon espérance de vie et que c'était lié à ma volonté, j'irais voir tous les médecins du monde, je prendrais tous les médicaments du monde, je prendrais tous les traitements pour régler le problème. La vérité, c'est que comme tout bon humain sur Terre, je gère les problèmes que quand ils arrivent. Oui. Et je suis sûr que le jour où j'aurai un arrêt cardiaque ou un truc je ferai comme tout le monde, je prendrai beaucoup plus au sérieux le problème. Et on est tous comme ça. Et en fait, ce qui m'inquiète, moi, chez ces écologistes-là, c'est leur négationnisme de la nature humaine. Et cette incapacité... Donc les écolos, c'est des négationnistes. T'imagines le short. Humaine. Cette incapacité à voir le cœur des hommes et à voir leur propre cœur. Cette incapacité qu'ils ont à voir leur propre faiblesse. Cette incapacité qu'ils ont à s'évaluer comme ils devraient, c'est-à-dire avec bienveillance et comprendre notre peu de volonté. Les humains, on a très peu de volonté. Il y a des humains un peu meilleurs que d'autres. Yomi, il est un peu plus structuré que moi. Il finit toujours par craquer. Mais non, mais faut arrêter. Tout le monde craque sur le long terme. Et donc, si la solution est de compter sur la bonne volonté des gens, on est foutu. Donc, oui, le technosolutionnisme est peut-être pas une réponse. Il est fort probable, et je dis bien, il est fort probable que le technosolutionnisme nous apporte pas la réponse. Le fait que l'espèce va disparaître est peut-être une réalité, mais ce que je sais, c'est que notre seule chance que ça n'arrive pas, c'est justement de trouver des solutions économiques et technologiques. Et toute personne qui prétend qu'on devrait consacrer notre énergie à autre chose qu'une solution qui est connard résistant, à une solution qui prend autre chose en compte que notre capacité à nous aligner économiquement et à trouver un intérêt à nettoyer la planète, parce que c'est ça la clé, c'est de transformer le nettoyage de la planète en un business tellement lucratif que les gens les plus greedy du monde vont aller le faire pour les mauvaises raisons. Et c'est ce jour-là où on gagne. Si on a besoin que les gens aient les bonnes raisons pour aller sauver la planète, on est foutu. Foutu. Comment tu veux qu'on sauve notre espèce comme ça ? Et par qui ? On va empêcher les gens de prendre l'avion ? Je l'ai dit, cette blague. Oui, ça, ouais. Mais qui on va empêcher ? D'ailleurs, il y a pas mal de gens dans cet écosystème écologiste-là qui n'arrêtent pas de donner des leçons là-dessus. Ah bah oui, je les connais. Hein. J'aimerais bien qu'on publie leur bilan carbone. Parce que pourquoi ? Parce que je sais où ils voyagent, où ils vont en vacances et leur story privée sur Instagram. Parce que Ah ouais, non, moi je suis pas à ce niveau-là. Je connais pas des écolos qui font plus de... Pourtant, ils le sont tous. C'est tous des hypocrites. Ouais. Il y a un mec là qui a levé un fonds. Alors là, je pense que... Il y a un mec qui a levé des fonds pour sauver la planète. Il passe son temps à voyager. Il y a des mecs qui passent leur temps en public à dire des choses et faire l'inverse en privé. On a eu un ministre là, Nicolas Hulot. Vous avez vu le garage de Nicolas Hulot ? Tape juste là sur Internet. Garage Nicolas Hulot. Il est propriétaire de combien de 4x4 ? Combien de voitures ? Combien de bateaux ? Ouais, mais... Et il vient donner des leçons. Et ce mec, il vient dire avec une emphase que la planète est en danger, que les humains sont des criminels, alors que le mec est le premier pollueur avec son putain de 4x4. Moi, j'ai pas le permis. Hein. Ok. Et en fait, c'est ça qui me rend fou. D'ailleurs, la preuve, je confirme. Hein, je suis venu te chercher ce matin. Et ce qui me rend fou, c'est le niveau d'hypocrisie de cette planète et à quel point l'hypocrisie, ça paye.
Un mec comme moi qui vient dire « Je suis un connard qui prend l'avion pour manger un steak » et qu'il dit... Et d'ailleurs, j'ai pas dit « Je suis un mec extraordinaire », j'ai dit « Je suis un connard ». Et je vois bien l'absurdité de mon acte. Je sais pas, j'ai pas de problème de reconnaissance de la complexité de matière. C'est ça la vidéo qui est... Exactement. Et oui, je suis ce genre de connard parce que la planète en est plein et la quantité de connards sur cette planète est bien supérieure au nombre de gens qui avouent l'être. Et parmi tous ces donneurs de leçons permanents qui viennent nous dire des grands trucs, etc., c'est rempli de gens hypocrites qui ont une vie. Et d'ailleurs, cette histoire de fascisme écologique, là, dans tout fascisme... Tu l'appelles comme ça parce qu'en France, ça s'appelle comme ça ou c'est toi qui... Non, c'est moi qui dis. Parce qu'en Italie, on en parle. Okay. Ce fascisme écologique, il va faire comme tous les fascismes du monde, créer un régime pour le commun des mortels et un régime pour l'élite. Je peux te garantir que s'il y a des lois qui passent pour interdire l'avion aux gens, pour interdire machin, ça va être comme le Covid. Les gens comme moi, ça va rien changer à leur façon de vivre. Moi, pendant le Covid, mon appart, c'était un restaurant. Il y a des gens de toutes les élites qui venaient manger chez moi. On a eu tous les chefs en résidence. Et parmi toutes ces élites qui étaient les premières à interdire à tout le monde de se réunir à des enterrements, etc., ils étaient là à faire la fête chez moi. Et en fait, c'est ce qui me... Tu parles de classe, là. Ouais. Ce qui me casse la tête chez tous ces gens-là, c'est que cette classe dirigeante a un discours hyper hypocrite là-dessus. On va dire aux gens, en fait, c'est parce que tu manges de la viande que la planète va mourir, alors qu'on sait tous que c'est plus compliqué que ça. On sait tous qu'évidemment, il y a un problème dans l'élevage, il y a un problème dans la nature humaine, mais faut arrêter de me faire croire que parce que tu manges pas de steak, d'un seul coup, la planète est sauvée. Ce n'est pas vrai. Maintenant, à force de vouloir ramener ça à des petits gestes, des trucs dans le quotidien des gens, on oublie les grands enjeux qui sont la décarbonisation, qui sont l'industrie verte, qui sont l'énergie nucléaire, etc. Tu veux prendre un niveau d'hypocrisie intersidérale, l'Allemagne et le nucléaire. L'Allemagne vient nous donner des leçons sur le nucléaire. Les mecs, ils brûlent du charbon pour se chauffer. Il ne me semble pas que les Allemands se chauffent moins. Comment il s'appelle? Seth Godin. Seth Godin, Tu connais un peu son discours? Je ne sais pas s'il ne fait pas le même discours que toi, mais dans sa manière de raconter son point de vue, qui est du coup un marketeur hyper connu, qui s'est converti à la lutte au changement climatique, en tout cas qui dédie beaucoup d'efforts, il dit, en fait, il dit même que le fait de recycler du plastique, l'acte de recycler du plastique, et que ça va sauver le monde, c'est un montage de l'industrie du pétrole. Et qu'il n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent y croire. Il dit... Tu sais que 75% du plastique dans l'océan vient de 3 rivières dans le monde. 3 rivières. Qui sont en Inde et en Chine. Donc, tout le monde dans le monde arrête d'utiliser du plastique. Ça ne change rien à la situation de l'océan. Mais surtout, en fait, lui, ce qu'il dit, c'est ce qu'il faut qu'on fasse si on veut s'occuper vraiment du problème de manière concrète, c'est d'avoir un impact sur le plus grand nombre maximum de personnes. Et une manière de le faire, c'est de monter des business. D'ailleurs, j'aimerais que tu as parlé une fois dans un podcast d'un fonds que tu as aidé à créer ou que Blue Dot. Voilà. C'est le premier fonds européen en seed. J'ai convaincu le manager de le lancer. Je lui ai présenté ses premiers investisseurs et j'ai été. C'était à des familles ou? Oui, c'était à travers The Family que j'ai fait ça. C'est un Suédois qui l'a créé et il a levé 120 millions. Et c'est le premier fonds qui investit. Moi, dans mon portefeuille, à titre privé, quand j'investissais encore, j'ai fait des dizaines de deals dans l'écologie. Notamment, moi, il y a 3 sujets qui m'obsèdent. La fusion nucléaire. Il ne faut pas faire semblant. La fusion, c'est la prochaine grande frontière. Si on débloque cette frontière et qu'on arrive à produire de l'énergie nucléaire propre, 80% de nos problèmes sont résolus. Faut pas faire... tu vois, donc ça, c'est un point sur lequel il faut se focaliser. Deuxième sujet, c'est la décarbonisation. C'est le fait d'absorber le carbone dans l'air. Et notamment, j'ai la chance d'être investisseur d'une boîte qui est parmi les leaders mondiaux de la décarbonisation. Ersaimi. Et la troisième sujet, c'est les alternatives au plastique, grosso modo. C'est tous les nouveaux matériaux, etc. Et moi, je crois beaucoup à ce triptyque-là. C'est le triptyque sur lequel je me concentre. Quand je peux avoir de l'impact sur quelqu'un qui crée, et je pense que
si on veut vraiment résoudre ce problème, le film Oppenheimer, là, j'ai pas est vu, dans le cinéma. Ouais. Oppenheimer, on a créé la bombe nucléaire dans un contexte de stress avec le projet Manhattan, en réunissant les cerveaux les plus intelligents du monde au même endroit pour les forcer à collaborer. Je ne comprends pas, depuis que j'ai 18 ans, je dis ça, pourquoi il n'y a pas un putain de projet Manhattan de l'écologie, une fois pour toutes. Tu penses pas qu'on pourrait le faire à la villa ? C'est trop petit, c'est trop petit. C'est trop petit. Et puis il faut des installations, etc. Il faut des machines. Mais combien... La guerre en Irak, c'est 1,5 trillion d'euros. On peut mettre 200 milliards ou 300 milliards ou 400 milliards une fois pour toutes sur ce sujet pour régler ce problème une fois pour toutes. J'essaie de répondre à ta question, pourquoi ça n'existe pas avec ton prisme système capitaliste. Peut-être c'est pas rentable. Non, c'est méga rentable. Ce serait le fonds d'investissement le plus rentable de l'histoire de l'humanité. Je pense que le capitalisme moderne a perdu quelque chose d'immense, qui est la capacité à avoir des rêves, à cause justement du fait qu'on ne vive pas dans un système capitaliste. En fait, qu'on le veuille ou non, le capitalisme a pratiquement disparu. L'Europe est plus du tout libérale. L'Europe ne fait que enchaîner les règles. Regarde l'inflation de règles qu'il y a eu en Europe sur les 50 dernières années. C'est invraisemblable. Je mets au défi qui que ce soit de comprendre la moindre règle européenne sur le moindre sujet. Aux États-Unis, ils ont perdu le rêve américain. Ils ont perdu leur croyance dans le capitalisme. Ils sont dans une histoire, dans une sorte de haine de la Chine, de la Russie, de peur, de renfermement sur eux. C'était un pays qui nous faisait rêver. Maintenant, c'est un pays qui est poussif, quoi. Et pourtant, je suis dans ce camp-là. Je suis dans le camp. Moi, je dis qu'il faut faut choisir ses ennemis. Et entre un poussif américain et un Chinois qui va tous nous... Tu vois, je préfère le poussif américain. Mais je reconnais bien que l'histoire, elle tourne plus rond. Et le reste du monde est complètement à côté de la plaque. Je veux dire, l'Afrique est pas capitaliste, c'est des oligarchies, etc. Et souvent, on confond capitalisme et oligarchie. Le capitalisme, c'est un système qui préserve la liberté de compétition et qui fait en sorte que les gens qui empêchent la compétition des autres soient punis. C'est pas un système sans règles, le capitalisme. Le capitalisme, Adam Smith le définit très bien comme la somme des intérêts particuliers qui deviennent l'intérêt général. C'est pas le renard dans le poulailler. Et la capacité à laisser des gens créer des nouvelles boîtes et mettre en cause les monopoles passés, c'est la mission du capitalisme. C'est pour ça que le capitalisme est obsédé par l'éducation des gens, qui est obsédé par l'égalité d'opportunités, qui est obsédé par des notions de traiter au bon endroit. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle ce projet n'existe pas, c'est que personne ne serait capable, dans le système actuel, de le financer. Je veux dire, comment tu fais un marché public du projet écologique ambitieux ? Tu peux pas. Tu as besoin à un moment de dépenser, de gaspiller. Si le projet Manhattan avait eu les règles des marchés publics américains modernes, il n'aurait jamais existé. Jamais. Donc en fait... On est en train de mourir d'une suradministration du monde. Et là, chez toi, à Dubaï, les financeurs de Deline... figure-toi que Dubaï a le projet écologique le plus sérieux du monde. Je sais que ça fait hurler les gens. Non, tu m'en avais parlé. Mais Sustainability 2030, là, leur projet, j'y crois à fond. Et eux, ils ont mis 100 milliards sur la table. Est-ce que tu ne penses pas qu'à ces endroits-là, il pourrait y avoir un... Si, ils sont en train de le prouver. Comme Deline aussi, non, ils ont un truc de... Alors, Deline, c'est l'Arabie Saoudite, j'y crois un peu moins. Eux, ils ont quand même une capacité folle à faire du marketing, jamais faire rien derrière. Mais Dubaï, contrairement à beaucoup d'endroits, je pense que le roi de Dubaï est l'entrepreneur le plus sous-coté du monde. C'est un mec qui n'a pas de ressources naturelles et qui a bâti un empire. Il a pris très au sérieux l'idée de la sustainabilité et de la dépollution. Ils sont en train de faire des systèmes incroyables. Après, c'est quand même un tout petit État. Il faudrait que les États-Unis se mettent à faire un projet Manhattan de l'écologie. Et toi, tu disais tout à l'heure, tu as dit une phrase, j'ai arrêté d'investir. Parce que je voulais te demander si tu avais des investissements dans des boîtes Climate Tech. Alors j'en ai parce que tu sais, c'est marrant, sur YouTube, la dernière fois, je disais j'ai des investissements. Et puis dans une autre vidéo, j'ai dit j'ai arrêté d'investir. Oui, et les gens viennent te voir. Les gens disent mais je croyais que tu avais arrêté d'investir. Alors bande d'abrutis, quand on investit dans une boîte, en général, ça dure 15 ans. Donc la plupart des investissements, les derniers investissements que j'ai faits, c'est il y a 3 ans et ça va, peut-être que dans 15 ans, j'aurai un retour sur investissement. Mais depuis 2 ans, je n'investis plus qu'à titre privé dans des boîtes américaines de Y Combinator et un peu sur le côté. Mais j'ai perdu le goût d'être un investisseur professionnel. Après,
faut dire que mes anciens associés de The Family ont bien fait en sorte que je sois grillé dans ce milieu-là. Mais c'est pas pour le plus mal. C'était un peu confortable comme métier. Mais c'est pas créateur de valeur. Tu vois, plein d'autres gens peuvent faire investisseur mieux que moi. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai créé une nouvelle boîte et que tu vois, depuis 2 ans, j'ai un parcours beaucoup plus entrepreneurial que sur les 10 dernières années. D'ailleurs, une des questions que j'étais curieux de te poser, c'est tu peux nous faire un panorama de tes activités là, parce que tu en parles, le labyrinthe, et puis maintenant il y a les dessins animés. Franchement, c'est très 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 facile. J'ai une boîte qui me fait vivre au quotidien, qui est, on va dire, Oussama Ammar, conseiller des startups. Et ça, c'est l'héritage des 10 dernières années. C'est lié à Better Call Us. Voilà, ça prend 3 formes. Ça prend Better Call Us, les gens payent pour me parler. Ça prend Business Pro, les gens payent pour m'écouter. Et ça comprend un autre truc là que je vais lancer à la rentrée, qui est Better With Us, qui est une sorte de conseil. Donc ça, c'est une boîte de pur cash flow. Ça me fait vivre, ça entretient mon quotidien, ça me permet de ne pas dégrader mon niveau de vie et de continuer à vivre. Ensuite, j'ai une boîte qui s'appelait Labyrinthe, mais qui n'a plus le droit de s'appeler Labyrinthe, qui s'appelle 1001. À cause des questions de naming. Il y avait un mec qui avait le même nom et il nous a gentiment écrit, très gentil d'ailleurs, il nous a dit... je suis un peu embarrassé. On fait la même chose, on a le même nom. Même chose, oui, dans le même secteur. Pas vraiment, mais lui, il était dans la finance traditionnelle. Dans le même classe de marque. Voilà. Il nous a donné de l'argent pour qu'on arrête d'utiliser notre nom. On a trouvé ça très sympathique. Il nous a offert un déjeuner. Je n'allais pas dire. En plus, je m'en foutais du nom. Surtout qu'on n'a pas de clients, on n'a pas de gens. Et donc maintenant, on s'appelle 1001. Et là, en fait, je me suis créé qu'un vieux fantasme de ma vie. Qui est de me dire comment je peux me créer de la prospérité de long terme et de l'argent sans clients et sans investisseurs. Et ça c'est une obsession que j'ai depuis très longtemps, d'avoir une sorte de money-making machine. Et j'ai la chance d'avoir des gens très intelligents qui travaillent pour moi. Moi, je suis pas du tout... Souvent, les gens disent « Ah ouais, mais c'est n'importe quoi son truc, il est pas trader, il est pas... » Moi, mon talent, c'est d'amener des gens beaucoup plus intelligents que moi à faire des choses alignées avec ma vision de ce que devrait être le futur. Et j'ai eu quelques intuitions sur le marché crypto qui se sont révélées être vraies. Ça m'a permis de structurer une équipe. Aujourd'hui, on est 6 ingénieurs. C'est un truc de long terme. Ça rapporte des cash flows un peu plus importants que la formation, etc. C'est des cash flows qui sont réinvestis à 100%. Et on va dire que c'est mon fonds de retraite. C'est ça ma retraite. Et ça, c'est quoi, genre en pourcentage de ton temps? Tu travailles tous les jours? Je travaille une demi-journée par semaine. D'accord. Avant, c'était plus quand tu quand j'ai démarré, c'était 24 heures sur 24. D'accord. Maintenant, j'ai une équipe qui tourne. La seule chose que je fais maintenant dans cette boîte, c'est le commercial. Alors, le commercial, c'est assez marrant parce que, comme je dis, on n'a pas d'investisseurs, on n'a pas de clients. C'est un commercial très particulier qui est d'aller trouver les prochaines opportunités d'investissement et de convaincre les mecs de nous donner des coins, de nous donner dans des projets, etc. Donc, c'est un peu l'héritage de ce que je savais faire à The Family. C'est une nouvelle manière de faire du commercial, quoi. Voilà, exactement, version truc. Et 80% de mon temps, c'est sur le studio dessin animé. Et là, c'est un projet beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus long terme. J'ai toujours rêvé de faire des choses qui vivraient au-delà de mon existence et qui perdureraient après ma mort. Je trouve que faire des œuvres d'art qui parlent d'émotions et qui rentrent dans le cœur des gens, tu peux pas faire mieux pour être immortel. Attends, il y a autre chose, le domaine d'Ablon. Ça, c'est pas une activité pour toi? Pour moi, le domaine d'Ablon, c'est un loisir un peu cher. D'accord. Et quand tu as eu l'idée de la villa, le domaine d'Ablon était déjà lancé? Ouais. Pour moi, la villa, c'était un projet pour Christophe. Mais en fait... Pour moi, le domaine d'Ablon, c'est un projet qui est trop petit pour Christophe. Dans un environnement où il ne pourra jamais montrer sa pleine puissance. Et la villa, ça aurait été une façon pour Christophe de montrer sa puissance. D'ailleurs, il a monté un truc comme ça au sud de la France une fois. Non, on a essayé. Le jardin. Non, mais le jardin. Oui, comment il s'appelait? C'était sa maison. Ouais. Ah oui, voilà, le truc de malade. Je ne sais pas si tu as montré les photos. Mais... Non, mais j'ai vu sur le podcast. Il ne va pas parler de ça, mais j'ai vu l'histoire sur le podcast. Incroyable. Et tout à l'heure, quand je t'ai demandé sur la villa, en fait, comment Oussama va de voir une opportunité à lancer un business. Tu vois, la villa, tu as dîné sur place. C'est quoi le cheminement, en fait? Moi, ça va très vite. En fait, quand je décide de faire quelque chose, je rentre tout de suite dans l'action. Je rentre tout de suite dans c'est quoi le point de blocage.
et je me concentre que sur ce point de blocage. Je m'en fous du reste. Et donc, d'un seul coup, tu vois, c'est comme si j'avais un marteau virtuel et que je sais où il est le clou. En fait, les gens, souvent, ils sont perdus dans l'enduit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Poncer le mur, que c'est l'air beau. Moi, je m'en fous. Je sais quel est le clou. Que si je tape très fort sur ce clou-là, tout le reste va suivre, en fait. Et en fait, je pense que c'est ça vraiment ma force entrepreneuriale. Et c'était quoi le clou, alors? Eh ben, c'était d'acheter le lieu. C'est là où j'ai mis toute mon énergie, j'ai raté. mais l'avantage, c'est que on a raté très vite. C'est ça qu'il faut. En fait, ce qui compte, c'est pas le nombre d'échecs. Ce qui compte, c'est le fait d'avoir le droit de jouer plein de fois. Et c'est pour ça qu'il faut pas perdre son temps. Tu joues, tu gagnes, tant mieux. Tu perds, tu passes à autre chose. Ok. Et donc, est-ce que tu te considères quelqu'un qui est quelqu'un qui se concentre, qui est focus? On parle souvent de focus sur les entreprises. Ouais. Ou est-ce que tu es plutôt quelqu'un qui saute de... Moi, je suis très, très focus, mais avec une illusion. C'est-à-dire que j'ai l'air de ne pas être focus. Mais focus, c'est follow one course of action until success. C'est ça que ça veut dire, focus. Oui, donc ouais. Et en fait, je fais le fond, l'IRA, le dessin animé, machin. Tout ça, ça a l'air d'être plein de choses. En fait, moi, j'ai un seul rôle, c'est construire une vision, l'articuler et la confier à des gens qui sont forts. Je fais rien d'autre. Et donc, moi, mon focus, c'est de détecter la singularité des gens qui sont capables de réaliser des choses. Et alors, ça peut prendre des formes, plein de formes. Ouais. Mais en fait, Christophe Delaune, Lyra Arauto, avec qui je travaille sur mon dessin animé, Yomi, sur la formation Business Pro, whoever I work with. En fait, tout ça, c'est toujours le même métier. C'est comment amener quelqu'un à comprendre et articuler une vision qu'il n'aurait pas forcément eue par lui-même. En fait, ce qui est marrant, c'est que les gens qui n'ont jamais été un entrepreneur croient qu'être entrepreneur, c'est avoir des idées. Mais non. Ouais. Être entrepreneur, c'est rendre les idées réelles. Mais être capable de créer des visions, de créer de la motivation, de créer de l'agency chez les gens, c'est un pouvoir qui te permet de l'extérieur de donner l'impression que tu fais plein de choses, alors que moi, j'ai un seul focus, c'est toujours rencontrer des gens plus brillants et de leur donner toujours plus envie de faire des choses avec moi. Et tu te considères du coup entrepreneur ou artiste? Parce que c'est marrant, sur Instagram, tu es artiste. Ouais, c'est ma blague. C'est une blague, c'est ça? Blague, ouais. Mais parce que là, avec le studio de dessin animé, tu vas être plus... Enfin... J'espère. Toujours... Ouais. Alors, je vais te raconter une anecdote. Moi, je pense que les gens qui se considèrent artistes ne sont jamais des artistes. Ok. Artiste, c'est un titre qu'on te donne. Qu'on te donne, tu l'assumes pas. Tu te le donnes. C'est pas toi, tu peux pas te le donner. Ok. Donc, tu fais des œuvres, et un jour, on dit... Ce mec-là... This is a piece of art. Ouais. J'espère, de tout mon cœur, qu'un jour, on me donnera ce titre, et j'espère qu'un jour, on se rendra compte que tout ça a été une œuvre fabuleuse, et que ma vie est mon œuvre d'art. Un peu comme Beaumarchais. Beaumarchais disait « Mes livres sont moins intéressants que ma vie. J'ai toujours préféré ma vie à mon œuvre. » Et j'essaye de vivre une vie qui puisse devenir une œuvre d'art, que ce soit par les aventures que je vis, etc. Maintenant, je me considère comme un artisan. Et j'essaie de m'entourer d'artisans. Et un artisan qui fait bien son travail finit par atteindre un statut d'art. Okuzai, le japonais qui me fascine. La vague. Ouais. Jamais vu comme un artiste. Il se voit comme un artisan. Il a peint pendant des années et des années. Et un jour, cette vague a incarné une œuvre d'art. Michel-Ange, c'est un artisan. Léonard de Vinci, c'est un artisan. C'est des artisans qui ont tellement travaillé qu'à un moment donné, ils sont devenus des artistes. Et les entrepreneurs peuvent devenir des artistes. Steve Jobs est devenu un artiste. C'est un entrepreneur, un artisan qui, par son travail et son craft, a fini par devenir un artiste. Ok, et l'autre chose dont je voulais parler avec toi, c'est en lien avec ça, le fait de raconter des histoires, le storytelling et l'expression française, il raconte des histoires, qui
qui est assez... Il n'y a pas ça en Italie. Il n'y a pas ça en anglais non plus. Non, tu vois, raconter des histoires, c'est ton père, tu racontes des histoires pour dormir. Et en fait, je t'en parle pas parce que c'est un sujet pour toi, mais parce que c'est un grand sujet pour moi que je défends depuis longtemps. J'ai un feed Twitter là-dessus. L'idée que, en fait, la frontière entre l'entrepreneur et l'arnaqueur est forcément toujours... c'est un peu radical, peut-être même pour toi. Non, en fait, pourquoi ? Parce que quand tu es entrepreneur, tu es en train de réaliser quelque chose qui n'existe pas. Bien sûr. Et donc, tu dois forcément raconter des histoires. Évidemment. Si tu ne racontes pas d'histoire, en fait, tu ne peux pas monter des entreprises. On revient à ce problème de l'hypocrisie. On ne veut pas porter sur le monde le regard bienveillant de quelqu'un qui sait que les choses ne sont pas aussi belles qu'elles ont l'air. Voilà. Et personne ne veut faire ça. Okay. On veut tous porter sur le monde le regard biaisé de celui qui pense qu'il est plus beau qu'il ne l'est, parce qu'on ne voit pas dans la laideur la vraie beauté du monde. Et de ce point de vue-là, c'est le truc le plus terrible qu'on a dans l'éducation des entrepreneurs. 100% des entrepreneurs qui ont réussi ont un jour arnaqué quelque chose ou quelqu'un, dans le sens le plus strict, à savoir dire quelque chose qui n'était pas factuellement vrai. Le problème, c'est que c'est pas ça un arnaqueur. Un arnaqueur, c'est quelqu'un qui ment par mauvaises intentions, qui cherche dans son profit personnel le fait de te heurter pour simplement son profit. Quand Elon Musk crée sa première boîte et qui ment à la compagnie d'électricité sur la taille de sa boîte parce qu'il sait que sinon la compagnie d'électricité viendra jamais le plugger, il pourrait être vu comme un arnaqueur ou comme un entrepreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui rend quelque chose d'impossible possible. Et s'il n'avait pas menti, il n'y a pas de boîte. Ouais, super. Mais alors un peu plus loin, et qu'est-ce que tu penses ? Parce que le fil Twitter dont je te parle, en fait, j'ai répertorié des films ou des cas, tu vois, dans l'histoire de l'entrepreneuriat qui ont aussi fait des films où en gros, ce truc-là a été poussé tellement à l'extrême que c'est devenu une arnaque. Enfin, comme Theranos, tu connais Theranos. Maintenant, il y a WeWork. Il y a eu Mais est-ce que WeWork, c'est une arnaque ? Je sais pas. Fire Festival, tu connais l'histoire de Fire Festival ? Et du coup, par rapport à ce qu'on vient de dire, tu penses quoi ? Tu penses que quand tu es entrepreneur, soit tu réussis, soit tu deviens catalogué comme un arnaqueur, ou c'est des gens... Je pense que malheureusement, c'est un peu comme ça. Et je pense que ce qui est dur dans la vie, c'est de savoir s'arrêter. Ok. Et que quand tu es un entrepreneur, une de tes caractéristiques, c'est que tu sais pas t'arrêter. Oui. Et c'est pour ça que c'est très dur à accepter, mais on va le dire comme ça. L'entrepreneuriat est un jeu dont le fait d'enfreindre les règles est parfois nécessaire pour réussir. Et lorsqu'on rate, on doit être puni. Et je pense que quand on est borderline, on doit être puni. Moi, actuellement, il y a un procès avec moi. Je vais gagner, perdre, c'est pas très important. Et si, quand bien même je devais perdre et être puni, eh ben, je serais puni. C'est la vie. C'est pas grave. Parce que quand on a joué, des fois, on perd. Et le fait qu'on puisse jouer et perdre, on doit pas, tu vois, le fait qu'on est très critique envers le mec de Theranos, enfin la meuf de Theranos, le mec de WeWork, le mec d'Uber, part of the game. Je suis pas du tout en train de dire il faut les célébrer, machin. Non, ils ont joué, ils ont été trop loin, ils ont perdu, et maintenant le monde se déchaîne contre eux parce que l'alternative, c'est que s'ils avaient gagné, ils seraient des demi-dieux. Et on ne devient pas un demi-dieu sans risquer l'enfer. Maintenant, le message que j'ai pour les entrepreneurs et les jeunes gens qui démarrent, c'est que vous le vouliez ou pas, il faut sortir la tête de l'hypocrisie et de l'illusion. Faut comprendre et lire entre les lignes. Et tous les gens qui viennent et qui prétendent qu'ils n'ont jamais rien fait de border, Bernard Arnault, je suis sûr qu'il a fait plein de choses border dans sa vie. Tous, ils ont fait des trucs border. C'est juste qu'ils ont gagné. Ouais. Et tant mieux. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis. Tu as dit il faut savoir quand il faut s'arrêter. Tu viens de dire. Effectivement, moi, les dernières 2 ans d'entrepreneuriat à diriger ma boîte Asso,
problèmes, pas mal de tensions de trésorerie et tout. En fait, j'ai appris que vraiment l'entrepreneuriat, c'est un métier presque d'apnée. J'ai eu l'impression de faire de l'apnée, tu vois. Exactement. Et qu'en fait, tu t'habitues à ça et tu deviens de plus en plus élastique, tu vois. Exactement. Ce que j'ai supporté là en 2 ans, il y a 10 ans, si tu me disais il faut supporter ça, jamais, quoi. Et dernière chose que je voulais te poser comme question, c'est parce que tu n'en parles jamais, l'impression, ou très peu, la cuisine. Ouais. Tu es quelqu'un qui cuisine, non? Ouais, je cuisine beaucoup. Et Ouais. qu'est-ce que tu cuisines? Comment tu cuisines pour des copains, pour toi? Je cuisine pour moi, pour des copains, et j'ai une règle qui est de ne jamais cuisiner 2 fois la même chose. Je ne suis pas de recette. Moi, on m'a parlé de... j'ai eu la chance, là, pendant 2 semaines, à la villa, d'avoir à la Villa Olivo. Ouais, d'avoir le chef du Mira. Mirazur Ouais. pendant 2 semaines avec nous. C'était une sacrée expérience, c'était très sympa. Le sous-chef du Mirazur. Et il m'a dit un mot que j'avais jamais entendu, c'est la fridge roulette. C'est comme la roulette russe, mais du frigo. C'est-à-dire que le frigo est rempli, tu ouvres, tu prends des ingrédients au hasard et tu dois faire quelque chose. D'accord. C'est mon jeu préféré, moi, ça. Okay. Moi, j'adore dire à des gens, allez faire des courses, des choses que vous aimez, vous mettez sur la table et je crée une recette à partir de ça. Et vu qu'on est en Italie, tu fais des pâtes aussi? Oui, bien sûr. Mais moi, mes pâtes, les Italiens adorent mes pâtes. C'est quoi l'erreur qu'il ne faut pas faire quand on cuisine des pâtes? Trop les cuire. Ouais, c'est connu. Okay. Mais après, il y a, par exemple, un truc très sous-évalué sur les pâtes, à force d'en faire, c'est que cuire les pâtes dans un tourbillon constant d'eau, ça change la qualité des pâtes à l'infini. Tu veux dire... En fait, tu n'arrêtes jamais de tourner. Il faut que les pâtes comme cuisent. Du risotto. Exactement. Il faut qu'elles cuisent dans un tourbillon. Tu connais le mot risottare? Non. Pasta risottata, c'est quand tu cuis les pâtes avec la technique du risotto. Je connaissais pas, mais c'est exactement ça. Ça. Et d'ailleurs, moi, j'ai plein de copains français. Là. Hier soir, j'ai dîné avec une copine française qui est là, qui, à chaque fois que je fais des pâtes, elle me dit, mais attends, mais comment tu fais pour faire ces pâtes? Je lui dis, c'est hyper simple. C'est hyper simple, ouais. Et en fait, l'erreur le plus commun, c'est de ne pas terminer la cuisson, voire la faire en entier, dans la sauce, quoi. Tu vois, ça, c'est ce qui te permet de créer la crème. Exactement. Et je voulais terminer sur la question de cuisine. J'ai cuisiné une fois pour le chef, parce que c'est lui qui a cuisiné 15 jours. Ah là, c'est 2 semaines? Ouais, 2 semaines, mais j'ai fait un dîner. Pour tout le monde? Pour tout le monde, ouais. C'est du boulot, non? 19 personnes, ouais. 3 heures. 3 heures? Ouais. Ok. Et j'ai fait des pâtes. Alors, moi, j'adore trahir la cuisine. C'est mon jeu préféré. J'ai une théorie, c'est qu'il y a 2 types de chefs. Il y a les traîtres et il y a les pourvoyeurs de la tradition. Ok. Pourvoyeurs de la tradition, ils veulent manger comme leur grand-mère, comme leur maman. Il y en a beaucoup en italien de ces gens-là. Ouais. Je crois que c'est le pays le plus casse-couille du monde là-dessus. Tu mets pas de fromage sur les pâtes au fromage. Bien sûr. Non. Par contre, je trouve qu'il y a un truc très intéressant, c'est justement de trahir et quand même faire plaisir à ces gens-là. Tu vois, de réussir à faire un truc. Et alors, l'époque est ce qu'elle est. La plupart de mes amis sont végétariens, véganes. Ah ouais? Ouais, ça c'est... Ok. Même moi. Toi, t'es végétarien? Pas du tout. Ah, mais même moi, j'ai des amis comme ça. Ah oui, d'accord, ouais. Et donc, résultat, on a mangé majoritairement végétarien et vegan. Et donc, j'ai fusionné 2 recettes que j'adore, qui est la ratatouille, dans une sauce au vin, qui est une de mes spécialités. Attends, ratatouille, il n'y a pas de viande, c'est juste des légumes. Non, il n'y a pas de viande, c'est que des légumes, c'est justement comme un ragoût, un ragoût de trucs, et avec une sauce au vin mélangée aux pâtes. Et effectivement, les pâtes qui cuisent dans cette sauce, dans ces légumes. Et la technique, c'est tu mets la moitié des légumes ratatouille et la moitié des légumes croquants. Crus. Tu mets à la fin. D'accord. Et là, tu as une texture dans tes pâtes qui est hors du commun. Et tu fais des pâtes longues ou courtes là? Là, tu fais des pâtes longues. Genre tagliatelle, spaghetti. Des mancini. Ouais. Exactement. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais dire en public d'économie sociale, écolo? Je pense que... Je vais juste finir là-dessus. Je pense que quand on veut le bien des gens autour de nous et le bien de la planète, on ne peut pas mépriser la prospérité. Et mépriser la prospérité dont on a tous bénéficié sur les 200 dernières années, c'est vraiment faire preuve d'une ingratitude invraisemblable envers les gens qui ont créé cette prospérité.
Et ce discours de gauche sociale qui veut que les entreprises, l'argent, ce soit sale, c'est un discours social que je trouve extrêmement dangereux, comme un enfant pourri gâté qui ne se rend pas compte que sa sécurité et sa prospérité vient des efforts des générations passées. Et on doit à ces générations-là le fait de continuer à développer cette prospérité sans être idiot, sans être destructeur, sans être exploiteur, parce que exploiter des gens, c'est pas créer de la prospérité. Mais cette prospérité, elle est réelle et on a besoin de plus de prospérité. On n'a pas besoin de moins de prospérité. Ok, merci beaucoup et merci pour ton temps. Peut-être à une prochaine fois ici. À bientôt.